L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 30, Thierry Maudet, anatomie d'une carrière entre inspection et haut niveau. Bienvenue dans un nouvel épisode des acteurs de l'ombre avec cette fois un ex-directeur de l'INSEP, mais pas seulement. Mon invité a à son actif une carrière riche et cet invité c'est Thierry Maudet. Thierry, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain. Alors Thierry, merci d'être venu. J'ai une question un peu traditionnelle pour mes invités ici. Tu as une carrière longue et diversifiée dans les ministères chargés de la jeunesse et des sports notamment. Comment tu t'es intéressé au sport ? Est-ce que ça date de l'enfance ? Est-ce que c'est plus tard ? Raconte-moi tout. Je suis comme Obélix, je suis tombé dans la potion très jeune. Mes parents étaient des pratiquants et des dirigeants dans le monde du sport. Ma mère était une tenniswoman confirmée, elle jouait bien, comme son père, donc comme mon grand-père maternel. Et mon père était un passionné de rugby et de foot. C'est un peu ces disciplines qui m'ont marqué. Le tennis, sur lequel je me suis énormément impliqué tout au long de ma carrière. Le foot que j'ai suivi beaucoup avec mon père. Mon père a été vice-président de Poitiers quand Poitiers jouait en division 2 et rêvait de monter en division 1. Et le rugby, je suis encore supporter du Stade Rochelais, mais je suis aussi devenu supporter du Stade Toulousain parce que j'ai exercé longtemps à Toulouse. Et puis actuellement aussi du Stade Français. Donc au moins, j'ai eu 3 clubs dans le top 14. J'ai au moins une chance à peu près tous les week-ends de voir mon équipe gagner. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ton parcours scolaire et universitaire ? Oui, mes parents ont quitté La Rochelle où je suis né quand j'étais jeune. J'ai fait ma scolarité dans le secondaire, dans le primaire et dans le secondaire à Poitiers. J'étais au lycée Henri IV à Poitiers. Et puis, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, j'étais content, j'avais obtenu le baccalauréat avec mention bien. Et un de mes examinateurs, celui d'histoire, m'avait dit « Mais avec ce que vous nous racontez, ce que vous avez fait, vous devriez faire Sciences Po à Paris ». Et donc, c'était tardif. Mes parents, qui étaient des provinciaux, ils sont tous les deux décédés, qui étaient des provinciaux, aller à Paris comme ça, rapidement, c'était compliqué. Et ils ont dit, bon, écoute, tu fais d'abord la fac de droit à Poitiers, puis on verra ensuite. Donc, j'ai fait ma maîtrise en droit en 4 ans à Poitiers. Et quand j'en ai été diplômé, j'avais toujours cette idée de venir faire Sciences Po à Paris. Donc j'ai fait ces épreuves de sélection, j'ai été pris à Sciences Po, je rentre en 2e année, 3e année. Et je suis sorti de Sciences Po et puis ensuite j'ai commencé une préparation à l'ENA, mais ça ne me passionnait plus vraiment. Et puis j'ai eu la surprise d'être appelé au service national. Et au service national, au bureau de recrutement, ils m'ont dit « Ah, mais comme vous êtes célibataire, vous allez partir en Allemagne. » Mais heureusement, ils ont vu qu'en même temps, j'étais enseignant de tennis. Et ils m'ont dit « Ah, la base de Dax, c'est le SLA de Dax, c'est les hélicoptères de l'armée de terre, cherche un prof de tennis. Est-ce que vous accepteriez d'y aller ?» J'ai dit « avec grand plaisir. » Donc j'ai fait les 2 mois de classe, qui étaient très durs. D'ailleurs, c'est vrai, beaucoup sur la plage à envoyer des grenades et faire son trou dans le sable la nuit. Et puis après les classes, après ces 2 mois, j'ai été l'enseignant, le prof de tennis de la base pendant 10 mois. Et mes parents m'ont dit « Bon, écoute, ça commence à faire long. Maintenant, il faut quand même penser à travailler. » Et donc, j'ai pris deux options. La première, c'était une possibilité d'entrer à EDF sur titre. Et la seconde, c'était de passer le concours d'inspecteur jeunesse et sport. J'ai passé le concours d'inspecteur jeunesse et sport. J'étais encore à l'armée à ce moment-là. Je l'ai passé et j'ai été reçu. Et en même temps, j'ai été pris à EDF. Donc, je suis allé voir. Et puis, finalement, donc, il fallait choisir. C'était à l'été. Je me suis après m'être interrogé, est-ce qu'on peut faire 2 métiers ? Donc on m'a dit non, c'est pas possible de faire 2 métiers. Et donc j'ai choisi jeunesse et sport parce que c'était ce qui m'intéressait. Alors j'ai fait frémir mes parents parce que la paye était la moitié,
mais j'ai pas jamais regretté ce choix de vie. C'était un choix clairement de m'occuper de questions qui touchaient aux jeunes, qui touchaient au sport, et qui me laissaient aussi avec mes compétences de juridiques, administratives et de sciences politiques en relation avec la pratique sportive. Alors justement, ça c'est intéressant. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que fait un inspecteur des sports, quelle est la définition exacte? Que fait un inspecteur du sport? Alors c'est un inspecteur de la jeunesse et des sports, donc il s'occupe à la fois des questions qui ont trait à la jeunesse au sens large, à l'introuvable jeunesse, parce qu'il n'y a pas une jeunesse, mais il y a des jeunesses. Hein. On sait très bien que c'est difficile de comparer, je sais pas moi, un jeune en recherche d'emploi avec un jeune qui est à HEC ou à Centrale. Et puis, c'est aussi s'occuper bien évidemment des pratiques sportives. Alors sur la partie jeunesse, on travaille soit en administration centrale à Paris, soit on travaille dans les services déconcentrés, les directions départementales et les directions régionales, quels que soient les changements de dénomination. Et donc là, les gros volumes du côté jeunesse, c'est s'occuper des centres de vacances et de loisirs, centres de vacances avec hébergement, centres de loisirs sans hébergement. Et on s'occupe aussi de tout ce que sont les associations d'éducation populaire, pensez au MJC, à la Ligue de l'enseignement, à l'UFCV, au Franca. Et donc vous faites à la fois du conseil, mais aussi du contrôle de leurs activités et des formations qu'elles peuvent être amenées à délivrer. Et puis du côté des pratiques sportives, vous êtes là pour accompagner le développement de la pratique, assez peu le haut niveau au plan territorial, beaucoup le contrôle des activités, donc le contrôle de la sécurité des pratiques et des pratiquants. Donc, il s'agit des déclarations des éducateurs qui doivent avoir des qualifications pour enseigner contre rémunération. Et aujourd'hui, vous le voyez malheureusement beaucoup dans la presse, les questions qui sont liées aux violences sexistes et sexuelles ou à d'autres travers de la pratique, la triche, le dopage, etc. Donc, vous êtes un agent fonctionnaire du ministère en charge des sports et vous exercez donc soit en territorial, soit en administration centrale. Donc, j'ai exercé en territorial, d'abord à Poitiers, à La Rochelle, puis ensuite à Clermont-Ferrand, puis à nouveau à Poitiers, à chaque fois avec une période de 3 ans à Clermont, 2 ans à Poitiers. Et puis les hasards de la vie professionnelle ont fait que j'ai été appelé en administration centrale parce que se montait en administration centrale un bureau qui était chargé de faire de l'audit et de la méthode des services déconcentrés du ministère. Donc de faire des allers-retours entre le centre et la périphérie. Et donc j'ai été appelé, j'avais rencontré à l'époque dans ma vie professionnelle à Clermont-Ferrand, dans mon exercice antérieur, le préfet qui était devenu directeur d'administration centrale et qui a dit « Ah, cet oiseau-là, il m'intéresse, donc il faudrait qu'il vienne à l'administration centrale ». Et à l'époque, je voulais faire, c'est un peu les hasards de la vie, je voulais faire la formation du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, en même temps, en cours d'emploi. Et comme cette formation avait un coût et qu'il fallait partir à l'époque de Poitiers à Paris ou de Poitiers à Limoges, j'ai demandé une bourse de formation au ministère. Et celui qui instruisait les demandes, c'était Michel Chauveau, qui était de ma promotion d'inspecteur, qui me connaissait et qui a dit au directeur de l'administration centrale « Oui, je le connais, il faut lui donner cette bourse de formation. » Et le directeur a dit « Oui, mais sous réserve qu'il vienne en administration centrale. » Donc j'ai dit oui, si jamais je peux suivre ma formation sur 2 ans. Et donc je suis venu en administration centrale dans ce bureau d'audit et de méthode entre 86 et 90. Voilà, c'était mon parcours en direction de l'administration centrale. Ensuite, une fois que j'ai fait ce parcours-là, on m'a proposé directeur départemental en Charente-Maritime. Donc je suis resté 6 ans en Charente-Maritime, je suis né à La Rochelle, mes parents, ma famille sont de l'île de Ré, mes attaches sont là, et j'avais la chance de plus connaître personne, et par contre de très bien connaître le territoire, la géographie, l'histoire, l'économie, la culture. Donc j'ai vécu, sinon comme un poisson dans l'eau, ça serait bizarre de dire ça, mais en tous les cas comme un voileux ou un amoureux de l'ostréiculture dans le coin. C'était très agréable comme poste, difficile quand même, mais très, très, très formateur et très agréable. Et puis en 85, en 95, on m'a dit mais il y a la Coupe du Monde de foot qui sera organisée donc en 98 en France. On vous propose de prendre le poste de directeur d'un des centres où se dérouleront des matchs de la compétition, soit Nantes, soit Bordeaux.
Donc j'étais intéressé, et quand le ministre de l'époque, que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout, qui était Guy Dru, qui était de Seine-et-Marne, a vu ça, a dit non, je ne suis pas d'accord pour qu'il s'en aille. Ils m'ont proposé de passer d'inspecteur à inspecteur principal, et je suis devenu directeur départemental en Seine-et-Marne. J'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un an et demi, et on m'a proposé à ce moment-là le poste de directeur régional à Toulouse. À l'époque, c'était Midi-Pyrénées, c'était pas encore l'Occitanie, et donc pas encore les grandes régions. Mais il fallait faire la fusion entre la direction départementale de la Haute-Garonne et la direction régionale de Midi-Pyrénées, pour que ça devienne direction régionale et départementale Midi-Pyrénées-Haute-Garonne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté dans une région que je ne connaissais pas, dans laquelle je suis très attaché, dans laquelle j'ai rencontré ma femme. Donc j'ai beaucoup d'attaches là-bas. J'aime beaucoup cette région, qui n'est pourtant pas ma région d'origine, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis, alors que j'étais bien, j'ai eu le malheur de faire ce que je fais beaucoup, c'est-à-dire de répondre à des demandes. Et on m'a demandé d'organiser la foire exposition sur la thématique du sport. Donc j'ai dit mais c'est énorme, et donc j'ai mobilisé les ligues, les comités des fédérations sportives, des entreprises du domaine du sport, et il y a eu plus de 100 000 visiteurs sur nos stands. Donc c'était un succès considérable, et cette foire exposition a été inaugurée à la fois par le maire de Toulouse, qui était Douste Blazy à l'époque, et le ministre des Sports, Jean-François Lamour, que je n'avais pour ma part jamais rencontré, et qui m'a dit « Ah mais voilà, j'ai entendu du bien de vous, quand on commence comme ça c'est dangereux pour vous, et est-ce que vous accepteriez de venir en administration centrale ?» J'avoue que j'avais dit que je ne reviendrai plus en Île-de-France, donc il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Et je suis revenu donc avec le poste de chef de service. Il n'y avait jamais eu d'inspecteur jusqu'alors. Il y en a eu d'autres par la suite, mais qui avaient été chef de service, c'est-à-dire numéro 2 à la direction des sports, derrière Dominique Laurent, qui était la directrice des sports. On m'a confié 2 missions en particulier, celle de faire ce que j'avais fait en Midi-Pyrénées-Haute-Garonne, c'est-à-dire le recensement des équipements sportifs, qui consiste à faire une sorte de guide global des équipements sportifs dans toute la France. C'est une tâche qui est énorme, puisqu'il y a à peu près 330 000 équipements sportifs, sites et lieux de pratique, avec une centaine d'indicateurs par équipement. Donc moi je disais des fois c'était comme l'émission de télé 30 millions d'amis, nous on avait 30 millions de données. Et puis la deuxième, c'était d'arriver à donner une base réglementaire au dispositif de gestion des conseillers techniques sportifs, qui sont des personnels recrutés, nommés, formés, payés par le ministère des Sports, mais placés auprès des fédérations. Il y en avait à l'époque à peu près 1400, ils sont 1450 à peu près aujourd'hui. Et ces cadres étaient gérés sur la base de circulaires. Et donc, en utilisant une disposition de la loi Lamour de 2003, on a réussi à sortir un décret en décembre 2005 qui stabilisait la situation des intéressés. Voilà, donc, c'était les 2 tâches que j'ai faites. Et j'étais là en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire après ? Donc, quand c'est comme ça, que vous avez un peu d'ambition, pas d'arrivisme, mais de l'ambition, je me suis dit, peut-être que je vais devenir un jour directeur des sports ou devenir inspecteur général. Et finalement, un beau jour, le ministre m'a dit, écoutez, c'est très difficile sur l'INSEP, on est en train de faire une transformation profonde. Je n'avais pas travaillé sur ce dossier, moi, entre 2004 et 2007 comme adjoint. Et on m'a confié le poste de directeur de l'INSEP, qui deviendrait en 2009 directeur général. Et donc j'y suis resté 6 ans. Ça a été je pense, le plus beau poste de ma carrière. J'ai adoré. Il fallait transformer, bien sûr, les bâtiments, ce qui se voit, les bâtiments ocre, les bâtiments anciens, et bien évidemment transformer aussi la zone sud avec les bâtiments sportifs, mais aussi il fallait transformer le modèle de gestion. C'était un sujet très compliqué parce qu'il y avait, il fallait gérer bien la question des personnels, dont les tâches seraient reprises par le partenaire privé, car on était dans le cadre du premier contrat de partenariat public-privé, PPP, que signait l'État. Et donc c'était un sujet délicat sur le plan politique, technique, administratif, que j'ai conduit avec beaucoup de volontarisme pendant 6 ans. Et puis j'étais inspecteur général de statut, et en 2013, quand mon mandat a terminé,
a été terminée. J'ai réintégré le corps d'inspecteur général et j'ai fait des missions beaucoup de contrôle de fédérations sportives jusqu'en 2020. C'était ma dernière année d'exercice comme inspecteur général. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone, là aussi, d'un gars que je ne connaissais pas, qui m'a dit « Oh, bonjour, vous ne me connaissez pas, moi non plus je ne vous connais pas, mais on m'a dit beaucoup bien de vous. Ah, ça recommence, très dangereux, mais bon, c'est toujours un peu boy scout. Oui, dites-moi, est-ce que vous accepteriez d'être conseiller sport du délégué interministériel aux Jeux Olympiques ?» J'ai dit « Mais écoutez, je suis inspecteur général, j'ai encore un an à faire là. » Il m'a dit « Écoutez, ça fait rien, vous ferez les deux. » Donc, j'ai accepté, et ce gars, c'était Jean Castex, que je n'avais jamais rencontré de ma vie là non plus. Donc, je l'ai vu, on a plutôt sympathisé, et puis il a été appelé 3 mois après pour s'occuper de la lutte contre le Covid, puis après, il sera appelé comme Premier ministre. Donc, je n'ai pas vu beaucoup, mais j'étais à ce moment-là conseiller sport du délégué interministériel aux Jeux. Et son successeur, Michel Cadot, l'ancien préfet de région Île-de-France, mais qui avait été préfet aussi à Marseille, à Rennes et en Outre-mer, m'a dit « Écoutez, Thierry, est-ce que vous accepteriez de prolonger quelques mois ?» Bon, donc j'ai prolongé quelques mois, et puis finalement, je suis allé jusqu'à début 2025. À force de prolonger quelques mois, j'ai cru que j'allais faire comme Molière et mourir en scène, et puis le dernier, Pierre-Antoine Molina, m'a laissé le choix en me disant « Bon... pour réfléchir, pour conseiller sport, pour partir ce jeu de 2030. » Mais là, j'ai dit, il faut à tout prix que je fasse une fin et que j'arrête. Donc, j'ai dit, bon, non, j'arrête. J'ai fait le bilan, la phase de bilan des Jeux pour le compte de la délégation interministérielle aux Jeux. Et puis, j'ai reçu un autre coup de téléphone qui m'a dit, quand vous allez être un peu déchargé de vos responsabilités, est-ce que vous accepteriez pour le compte du Comité national olympique et sportif français, du CNOSF, d'entrer dans le comité de déontologie du CNOSF, qui comprend 9 membres. Et donc, j'ai accepté, et donc je suis membre du comité de déontologie du CNOSF, voilà, actuellement, à titre bénévole. Très bien. Bon, voilà toute une carrière déroulée de manière fort efficace. J'aimerais qu'on revienne sur l'INSEP, si ça te convient. Tu as dit que c'était une des parties préférées de ta carrière. Hein. J'aimerais qu'on revienne sur tes débuts à l'INSEP. Tu disais que le ministre te disait que c'était compliqué à l'INSEP. Est-ce que tu peux préciser un peu quel diagnostic tu as fait en arrivant à l'INSEP, par exemple ? Alors, honnêtement, je n'étais pas demandeur. Hein. Personne ne pourrait croire, mais c'était dans une réunion administrative un soir où le ministre m'a dit, écoutez, la situation est tendue sur l'établissement, il faudrait que vous soyez nommé, que vous acceptiez, etc. J'ai fait comme dans ces cas-là, j'ai essayé de gagner du temps. J'ai dit, bon, écoutez, je ne peux pas vous répondre comme ça, laissez-moi un peu de temps. Bon, il m'a dit, comme d'habitude, on est vendredi, je voulais jusqu'à lundi matin. Et lundi matin, je n'ai pas répondu, donc ça a attendu le mardi, et puis ça se tendait, et puis elle a fini par me dire, on ne dit pas non à son ministre. Et donc... Donc, quand je suis arrivé ici en mars, début du mois de mars 2007, le contrat avait déjà été signé à la fin de l'année 2006 et je n'avais pas travaillé dessus puisque c'était mon adjoint en administration centrale, Sébastien Rabonnel, avec la directrice des sports, le directeur de cabinet, Jean-François Villotte et le ministre qui avaient travaillé là-dessus. Donc moi, je n'avais pas été associé du tout au contrat et je découvre en arrivant, et je découvre donc une situation sur laquelle, forcément, c'est tendu avec des personnels, pas tous les personnels, mais c'est tendu avec des personnels dont certains vont perdre leur emploi, puisque celui-ci va être repris par le partenaire privé. Donc le travail que j'ai essayé de faire dans un premier temps, c'est de dire à mon adjointe, Martine Gustin-Fall, qui a fait un travail phénoménal, il faut vraiment qu'on trouve une solution à tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on voit tous les cas individuellement et qu'on trouve des solutions pour tout le monde. Alors la chance qu'on avait, c'est qu'on avait affaire à des fonctionnaires et des agents publics, donc des gens qui étaient déjà rentrés en fonction publique, enfin avec le secteur public. Et donc il a fallu qu'on joue le coup avec les collectivités territoriales. Certaines étaient loin, des fois de Paris, on a fait des déplacements à Angoulême, à Périgueux. Et puis avec les établissements scolaires, les lycées, les collèges,
Et donc on a fait ce travail-là, mais on se rendait compte que c'était un travail de bénédictin, de fourmi. Et là, on a été beaucoup aidé par la position qu'a prise la ministre de l'époque, Roselyne Bachelot, qui, elle, a écrit à tous ses collègues, avec l'appui du Premier ministre, pour dire c'est une priorité, vous devez, chacun dans votre secteur, regarder. Parce que sinon, on écrivait. Vous voyez bien ce que c'est, on écrit à un recteur, on écrit à un préfet, ça lui arrive, il ne classe pas. Mais c'est peut-être pas le premier des dossiers qu'il va regarder. Or, nos dossiers, nous, le temps jouait contre nous. C'était des préoccupations qu'il fallait rapidement traiter. Donc, on a réussi à traiter. Je dis aussi que quand j'ai été nommé, moi, j'avais conscience que le partenaire privé, c'est un acteur du champ commercial. Moi, je suis dans le secteur public. Et donc, mes intérêts, ma façon de fonctionner, mes finalités ne sont pas les siennes. Lui, forcément, ce qu'il va essayer de faire, c'est faire le contrat tel qu'on lui a demandé, mais il ne va pas avoir tendance à en faire plus que ce qu'on lui demande. Et donc, il va falloir que je puisse mener quelque part un match, comme en sport collectif, et qui va être quotidien. Tous les jours, je vais avoir un niveau d'exigence et je devrais vérifier qu'il y a une réalité, une qualité des prestations. Et donc, et que cette réalité, cette qualité des prestations, puisqu'on fait un PPV par rapport à une régie directe qui était antérieure, elle doit être améliorée. Parce que sinon, c'est pas la peine de changer le truc. Donc, et de bouleverser la vie d'agent. Donc, si on fait ça, il faut qu'il y ait nécessairement une amélioration. Et pour faire ça, je me suis entouré d'une équipe de personnes que j'ai recrutées. Beaucoup étaient d'ailleurs des fonctionnaires. Et pour vérifier, chacun dans leur secteur, l'état de mise en œuvre du contrat. Et donc, on a vérifié constamment que les prestations qui nous étaient délivrées, elles étaient à la hauteur de nos attentes. Alors, vous savez, c'est quand vous êtes dans un contrat, mais c'est un peu pareil que si jamais vous allez chez votre garagiste ou la personne qui vous repasse vos chemises. Hein. Il y a toujours deux choses. Article 1er, ce n'est pas dans le contrat. Voilà, ce que vous me demandez, monsieur le directeur, ce n'est pas dans le contrat. Et article 2, c'est dans le contrat, mais vous en faites une mauvaise interprétation. Donc, quand vous connaissez ces deux règles, vous savez que le match que vous avez joué, le terrain est gras, le public est hostile, et l'arbitre n'est pas très sympa. Donc, il va falloir bagarrer pour pouvoir le faire. Pour le faire, maîtrisez les dispositions du contrat, ça c'est votre affaire. C'est très lourd, parce que le contrat il touche à peu près le plafond ici, donc c'est très très lourd à lire, à s'approprier, à comprendre, etc. Surtout qu'immédiatement en face, on vous dit parfois oui, mais nous on a des juristes, on a des banquiers, on a des fiscalistes, oui, mais nous on sait aussi lire des dispositions, même les toutes petites marquées en bas de la page. Donc on va demander à ce que ça soit vérifié, appliqué et tout. Et puis dans ce que vous avez intérêt aussi à faire, c'est une bonne application de votre contrat, parce qu'il en va aussi des marchés que vous gagnerez ultérieurement. Si on dit nous partout que ça marche pas, c'est pas très sain non plus pour votre réputation. Donc on a eu avec Xavier Duplantier côté du groupement en face de nous et Marie-Laure Bopp qui était sur le site, des gens qui étaient intelligents et qui comprenaient quand même les choses. Et donc on s'est dit comment on va s'organiser. On va s'organiser pour jouer ce match. Et pour jouer ce match, il faut faire de l'entraînement avant de faire de la compète. Et moi, je viens du sport co aussi. Donc, je demandais à mes collaborateurs et collaboratrices, on faisait un exercice minimum par semaine, ensemble, pour voir les points de dysfonctionnement qu'on avait pu regarder et ceux qu'on n'avait pas à mettre en question parce que c'était pas dans le contrat. Parce qu'il y avait des fois des tendances à nous dire « Ah oui, mais ça ne fonctionne pas. » Oui, sauf que c'est pas dans le contrat ou c'est pas assez explicite. Donc, tous les points de dysfonctionnement, on les a bien identifiés. Et quand on faisait une réunion avec le partenaire privé, qui était un minimum mensuel, je n'étais jamais seul. J'avais toujours mes collaboratrices et collaborateurs les plus directs, une dizaine de personnes avec moi, pour jouer le match. Parce que je ne voulais pas jouer un match tout seul. Et en plus, je faisais ce qu'on appelle du modé. C'est-à-dire que je faisais l'ordre du jour, je faisais l'animation et je faisais le compte-rendu. Donc avec ça, on verrouillait beaucoup et on a pu avancer. Alors, c'était difficile parce que moi, je peux comprendre, c'était difficile pour les syndicats, parce que c'était aussi un monde, y compris pour moi, de découverte de dispositions que, j'étais pas non plus habitué nécessairement à avoir des gens devant ma porte pratiquement tous les jours, en train de me dire, et auxquels je pouvais pas toujours donner la réponse immédiate sans avoir vérifié des choses. Mais je considère qu'on a été, avec les organisations syndicales, je pense
tant que ce soit avec la CGT, Patricia Michon, qu'avec Jean-Marc Grimond pour la CFDT, notamment parce que c'était les deux syndicats prédominants ici. On a été, ou avec Hitman pour le SNAPS, on a été très, très transparent. J'essayais de faire en sorte que quand on faisait la réunion du conseil de la direction, qui réunissait toutes les responsables de secteur chaque semaine, chaque mercredi, de faire en sorte que le compte-rendu de cette réunion soit diffusé à tous les agents. Voilà la façon dont donc je l'ai ressenti. Hein, c'est nouveau, quoi, parce que je ne dis pas que c'est de la restructuration industrielle, mais c'était vraiment difficile. Il fallait réussir le pari de la transformation bâtimentaire, ce qui se voit. Et quand, par exemple, sur les partenaires privés, les constructeurs, l'immobilier, ont découvert de l'amiante à un moment donné, ben pour eux, ce n'était pas une bonne affaire. Hein. Je peux vous dire que financièrement, quand on dit que le contrat, heureusement que ce n'était pas pour nous. Hein. Donc, on a demandé à ce que les travaux de désamiantage soient opérés sur l'ensemble des bâtiments. Donc, oui, c'était. Donc, il fallait une équipe. Il fallait une équipe pour jouer ce match. Je ne pouvais pas la jouer tout seul. J'avais beau connaître bien les dispositions, et pas facile toujours en affaires, c'est pas suffisant. Il faut que vous ayez confiance dans les gens qui s'occupent du juridique, du médical, de la recherche. Ici, là, à l'époque, on disait, ça a changé de nom depuis, on disait le MAPI, là, dans ce secteur, de l'audiovisuel, de la production. Il fallait qu'on ait des responsables qui se disent, ben oui, on va porter le message, et en même temps, jusqu'où aller trop loin. On ne peut pas non plus aboutir à casser le système. Alors justement, ce PPP et ce plan de rénovation ont apporté un peu de désordre à l'INSEP. Je pense notamment des ordres physiques. Je me souviens des préfabriqués dans lesquels on a dû travailler pendant quelques mois. Alors justement, tu as parlé un petit peu d'organisation. Au quotidien, comment organiser aussi ce désordre, faire en sorte que la boutique continue de tourner, parce que l'INSEP n'était pas en arrêt pendant cette rénovation. C'est très juste. Il y a eu cette option, et on en a pris une et pas l'autre dans les branches d'option. La première, c'était on vide complètement l'établissement et on exerce ailleurs pendant tant de temps, et les travaux se font en site vide. Ce n'est pas ce qui a été choisi. On a travaillé donc en site occupé. Quand on est en site occupé, on sait que vous aurez des travaux sur votre bâtiment entre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois des fois sur votre partie, et que vous devrez être là, effectivement dans des préfabriqués, et en attendant que les travaux soient exécutés. Donc il faut une programmation et une lisibilité de ça pour faire en sorte que... Et un respect des délais, parce que sinon les gens disent « mais attendez, vous avez dit que ça durerait 3 mois, ça en dure 5 ». Donc ça, je pense que globalement, on y est parvenu de façon dans le respect des délais, puisque quand on a commencé en 2007 et qu'on a terminé à peu près les opérations en 2010-2011, là, on a quand même transformé tout le site en 3 ans et demi, 4 ans. Pour donner l'exemple, et moi-même, je suis sorti du bâtiment M pour aller dans un préfabriqué, alors que je me suis rendu compte que j'aurais pu attendre au moins 2 mois ou 3 mois de plus dans le bâtiment où j'étais. Mais je pense en même temps que le fait qu'on ait réussi à faire ça pendant le moment où on était là, parce qu'il fallait en même temps préparer les jeux, en particulier donc les jeux de 2008 puis ceux de 2012, on n'avait pas d'autres possibilités. Donc ça a été un désordre, mais peut-être un désordre pas trop mal organisé, autant que je me souvienne. Et à l'arrivée, quand même, une réussite. C'est très difficile de faire quelque chose en site occupé. C'est un site, l'INSEP, qui cumulait tellement on avait l'impression que comme les problèmes de robinet ou de train qui n'arrivent pas à l'heure, il y avait toujours une couche. Là, donc on était en site occupé, mais il ne faut pas oublier qu'ici, on est en site boisé, classé, naturel. Donc, vous voulez couper un arbre, on vous dit que vous ne pouvez pas. On vous dit, c'est la propriété du sol depuis Napoléon III, c'est la ville de Paris. En même temps, on vous dit, puisque la ville de Paris a des besoins de recettes, vous devrez payer maintenant une redevance à la ville de Paris. Vous expliquez que vous n'êtes quand même pas un cafetier,
et qui met ses tables sur le trottoir, mais quand même, on vous dit ça, vous répondez oui, mais est-ce que vous demandez la même chose à la Sorbonne ou à Louis le Grand pour faire ça? Vous mettrez les étudiants, les élèves dehors, ils protesteraient. Donc notre population, c'est quand même des sportifs de haut niveau, comme des étudiants. Bon, il a fallu traiter tout ça, rendre une partie pour pouvoir construire sur la partie qui est en face la cartoucherie. Ça a été une transformation extraordinairement profonde et en même temps, vous l'avez vécu, fallait vivre pour continuer à travailler, préparer des échéances majeures sur les Jeux et pas se planter parce que les gens se seraient dit, si on avait raté en 2008 à Pékin ou en 2012 à Londres, on nous aurait dit tout ça c'est de la faute. Non, on aurait pu dire que c'est de la faute aux travaux, mais les gens vous auraient dit on s'en fout. Donc il fallait réussir en même temps les deux. Alors, il y a eu un autre événement marquant pendant ton mandat de directeur, c'est l'incendie de la piscine, on s'en souvient tous ici, en 2008. Est-ce que tu peux parler de cet événement ? C'est un événement douloureux dans tous les sens du terme pour moi, parce qu'on vient me chercher, je crois que c'est en novembre 2008, on me chercher chez moi en me disant, dans la nuit, là, vers les 22h, mais la piscine est en feu. Bon, moi je crois d'abord une blague parce qu'on ne pense pas qu'une piscine, je pensais qu'on pourrait avoir des problèmes ailleurs, mais pas sur la piscine. Et la piscine qui est datée de 1963, c'était le seul équipement qu'on pensait ne pas rénover. Donc dans l'ensemble des rénovations de l'établissement. Donc on y va, on arrive sur site avec mon équipe et les pompiers sont déjà là. Ils sont intervenus rapidement, beaucoup d'équipes de pompiers. Il y avait un vent terrible, et en même temps une bruine qui tombait, une espèce de pluie là, froide, et donc ça décalait par l'espèce de boule de feu qui partait de la piscine en direction de la Halle Mégro. Donc je vais dire, je pensais que je vais réussir l'exploit, 1 an après ma nomination, de faire cramer la piscine plus la Halle Mégro, moi. Et donc heureusement, il y avait un couple qui habitait, qui surveillait la piscine, donc ils sortent, leurs affaires sont détruites pour part, mais bon, ils arrivent à sortir, et je vois avec effarement la piscine partir en fumée. Et je me souviens d'un truc dans ma chair, parce que le commandant qui commandait toutes les unités de pompiers me dit, écoutez, montez. Donc c'était une échelle des marches en métal. Donc on monte jusqu'en haut, là, pour une plateforme qui dominait, une plateforme de commandement. Et en voulant descendre, je glisse et je mets ma falle sur le dos, je descends toutes les marches et en bas. Et donc là, je vois immédiatement tous les médicaux qui étaient là, qui voulaient avoir des gens pour s'occuper, qui se précipitent sur moi. Et je me rends compte que je ne peux plus bouger à ce moment-là. Donc je me suis dit, je me suis cassé quelque chose, c'est pas possible, je peux plus bouger. Donc on me met sur un fauteuil là, enfin sur un lit roulant, et ils m'emmènent à Bégin. Et à Bégin, donc coup de minuit, 1h du matin, 2h du matin, là, ils m'ont ouvert plein de piqûres et de machin. Et le lendemain matin, je suis un peu KO, donc ils me disent non, ça va, vous n'avez pas de fracture, vous pouvez repartir, reposez-vous et tout. Et le lendemain matin, il y avait réunion déjà sur site avec la ministre Bachelot, le ministre Valscada Laporte, sur site, pour essayer de trouver des solutions. Donc j'essaye de me traîner à cette réunion comme je peux. Et docteur Demaret, paix à son âme, pas parce qu'il est décédé depuis, Yves Demaret me dit, mais écoute Thierry, il y a un problème, tu peux pas... voilà, et donc je dis, mais ils m'ont dit que j'avais que dalle. Et il me dit, tu iras voir le docteur Belaïch dans le centre de Paris. Et donc j'avais une fracture vertébrale. Donc ils m'ont dit, mais bon, ça se remettra. Voilà. Et donc j'ai eu le grand plaisir d'être le seul accidenté, ce qui a fait la joie des journaux, en disant le pauvre directeur qui s'est ramassé. Voilà. J'ajoute que dans la réunion, il faut le reconnaître, la ministre a pris la décision d'une reconstruction immédiate de la piscine. Donc la décision a été prise le lendemain de la destruction, d'ailleurs on refera une piscine. J'avoue moi-même, j'étais pas forcément convaincu qu'il faille refaire une piscine. Pourquoi ? Parce que ce type d'équipement, pour attirer les sportifs du plus haut niveau,
Ça ne marche que si jamais vous avez des entraîneurs qui vont attirer. C'est comme dans tous les sports individuels. Hein. Quand vous êtes avec les sports individuels, moi je viens du monde du tennis, c'est pas compliqué. Hein. C'est d'abord la faute de votre raquette et puis après c'est la faute de l'entraîneur. C'est jamais de votre faute. Et là, si jamais vous n'avez pas des bons entraîneurs, vous ne pouvez pas... Donc on cherchait une ou deux pointures qui auraient pu amener des nageurs de haut niveau, ce qui a été réussi par la suite, là, j'ai vu avec bonheur, avec Michel Chrétien et avec maintenant Grousset qui a nagé ici, qui est permanent ici. C'est ce qu'il faut. Et donc, la décision a été prise, heureusement. Et donc, on a fait un très beau bassin de natation par la suite. Et j'en remercie, moi, le ministère des Sports qui avait été très réactif. Alors, tu as évoqué les Jeux Olympiques, hein, ça reste une des missions prioritaires de l'INSEP. Donc, tu as connu ceux de Pékin, les JO d'hiver aussi, sans doute la préparation des JO de Londres 2012. Comment s'est passé tout ça? Alors, tu en as déjà un petit peu parlé en parlant de la difficulté de mêler cette mission-là avec le PPP. Mais d'un point de vue sportif, est-ce qu'il y avait une vision de l'établissement pour ça? Oui, parce que l'établissement est quand même, il faut bien voir, nous, ceux qui vivent de l'intérieur ne le sentent pas toujours, mais quand on le dirige, il y a une pression externe très forte sur les résultats et sur l'intérêt même d'avoir un établissement de cette nature. Je n'ai pas dit, mais quand je suis arrivé à ma nomination, c'était l'époque où on parlait beaucoup du rattachement de l'INSEP au groupe Lagardère. On disait, oui, mais le groupe Lagardère peut parfaitement prendre en charge. Donc moi, je ne le cache pas, opposé à ça en disant, mais non, ça doit rester dans la sphère du service public parce qu'il y a plein de disciplines qui n'intéresseront pas un acteur privé classique. Et donc, il faut que, si jamais, bien évidemment, on parle de tennis, de basket ou de foot, il n'y a pas de problème. Si jamais moi, je commence à parler de taekwondo ou de lutte, il y a un peu moins de monde au portillon. Donc, mais c'est ce qu'on oublie quelquefois. Et donc, on a aussi une forte pression, naturellement, des budgétaires qui sont toujours à la recherche d'économies et qui disent si jamais on externalisait ça à l'ensemble de fédérations, on aurait réglé le problème. Ouais, c'est ça, on va faire 80 ou 100 centres et on se rendra compte vraiment des économies d'échelle. Non, je pense que l'INSEP, on ne le souligne pas assez, c'est un organisme qui apporte, y compris sur le plan financier et budgétaire. Donc, il fait faire des économies parce que c'est plein d'économies d'échelle et qu'on ne mesure pas assez, mais qui sont vraiment réelles et avérées. Sur la préparation des Jeux, je dirais aussi qu'il faut donc démontrer que les résultats en termes de médailles, puisqu'on raisonne toujours en termes de médailles, sont pour part attribuables à l'INSEP. Et donc là, on a fait un gros débat aussi méthodologique pour savoir, mais comment est-ce qu'on peut s'attribuer un résultat ? Parce qu'après tout, on pourrait dire, oui, mais c'est d'abord des parents qui emmènent des gosses de 5 ans sur des terrains qui devraient se voir attribuer la paternité des résultats. C'est aussi des acteurs locaux de clubs qui ont véhiculé des gosses en les emmenant le samedi ou le dimanche sur les lieux de compète. Bon, etc., etc. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée de l'établissement ? Donc, on avait travaillé, on avait essayé au moins de poser des règles en disant c'est au moins 2 ans en continu de présence au sein de l'établissement. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et on montre comme ça que, avec des critères qui sont carrés, on peut dire scientifiques, que plus de la moitié de la délégation, de ceux qui sont médaillés, ressortissent de l'INSEP, ressortissent à l'INSEP. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé d'abord pour montrer ça. Et puis ensuite, ça a été beaucoup travaillé sur les questions d'alimentation. On a beaucoup travaillé ici avec les chercheurs pour faire en sorte que la prestation, qui était une prestation de bonne qualité, qui était faite par Casino Restauration, c'était pas toujours adapté aux besoins bien de certains types d'athlètes. Donc on a beaucoup travaillé avec, je me souviens, Christophe Hautevirth quand il était ici, sur l'alimentation, essayer de faire en sorte que les gens avec une application de téléphone puissent voir ce qu'il en était, travailler beaucoup avec le secteur médical pour qu'il y ait une priorité qui soit donnée aux athlètes très forte quand il y avait en même temps l'ouverture via la carte vitale au grand public. Donc on a livré aussi des installations améliorées et puis on a passé beaucoup d'accords avec des collectivités autour, dans le cadre de deal, en leur disant écoutez, si vous mettez vos installations à disposition pendant les 2 ans de travaux, là, et bien par la suite, le soir ou le dimanche, on pourra accueillir vos sportifs plus facilement sur l'établissement.
Voilà donc ce qu'on a pu faire. Je pense que les résultats de Pékin ont été bons en termes de volume, puisqu'on fait de mémoire 43 médailles, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, en termes de qualité du métal, c'était moins bon, puisqu'on fait moins de 10, on doit faire 9. Et sur l'onde, par contre, on a des résultats significativement améliorés sur la qualité du métal. Avec le recul, pour pas trop faire d'autoglorification, avec le recul, je me disais que on aurait pu faire mieux pour les Paralympiques, mais c'était tellement compliqué de tout adapter. Voilà. Et puis, je suis toujours resté en même temps dubitatif sur l'articulation entre l'entraînement pour les valides et l'entraînement pour les paras. C'est pas le même entraînement, c'est pas les mêmes heures qu'il faut avoir. Donc, il faut bien prévoir des choses spécifiques pour les Paralympiques, même si les entraîneurs des valides peuvent apporter bien évidemment aux entraîneurs des paras. Par contre, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est en fauteuil en basket de s'entraîner à côté de gens qui sont valides en basket. On ne peut pas demander à des athlètes de courir en même temps que des gens qui sont en fauteuil lancés à très grande vitesse. Donc, mais avec le recul, et je vois que Fabien Canu essaye de le faire sur la question du para, je pense que c'est un établissement qui se glorifierait de faire davantage de place au para. Oui. Alors, l'un de tes lointains prédécesseurs, Claude Bouquin, a initié pour l'INSEP un projet de transformation des statuts, donc d'établissement public à caractère administratif, donc EPA, en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Alors, nombre de ses successeurs ont repris cette idée sans succès. Pourtant, ça a fonctionné avec toi puisque ça a abouti en 2009. Pourquoi ? Comment tu t'y es pris ? Alors, je pourrais dire oui, bravo, c'est moi. Oui, effectivement, j'étais là. Oui, effectivement, j'ai défendu de toutes mes forces le dossier. Mais non, je n'étais pas à l'initiative du dossier, puisque c'est un dossier qui est parti d'une réflexion du ministre et de cabinet ministériel. Il y avait l'idée que, en contrepartie d'une ouverture plus large de nos formations articulé avec le monde fédéral, pour faire court à l'époque, les brevets d'État, les BE1, les BE2, les BE3, qui sont devenus par la suite les DE et DES, et puis les formations universitaires, on devait en quelque sorte lâcher un peu de lest sur le précaré de notre relation avec le monde fédéral et mieux articuler les formations STAPS, pour faire court, avec les formations diplômantes du domaine sportif, soutenues par le ministère des Sports et certifiées par lui. Et puis donc, en contrepartie de cette attitude et puis de cette ouverture, c'était de dire, ben oui, mais nous, ce qu'on fait actuellement ici au sein de l'établissement, y compris dans le domaine de la recherche, ça doit être beaucoup mieux reconnu et valorisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, à l'arrière-plan, il y avait effectivement beaucoup cette idée d'accord. Sauf que quand on regarde de près, le fait d'établissement public scientifique, culturel et professionnel, catégorie grand établissement, ça veut dire qu'on est simili-université, mais on n'est quand même pas une université. On est proche d'une université. On est plutôt, effectivement, un grand établissement comme le serait Sciences Po. Et donc, ça, c'est vraiment un atout en termes d'image dans le monde universitaire, mais la reconnaissance des diplômes par le monde universitaire, ça passe par l'Agence nationale de la recherche, par l'ANR notamment. Donc, ce que vous allez faire sur vos formations, c'est pas la peine de rêver en disant « ça y est, j'ai mon logo, je suis EPSCP, vous devez tout ». Non, on va vous dire « attendez, on va vérifier vos formations et leur compatibilité avec le cadre imposé, imparti par l'université et l'enseignement supérieur ». Et donc là, c'est quelquefois là qu'il y a des surprises, parce que la reconnaissance passe par des gens qui sont titulaires, qui sont docteurs, qui ont des HDR, la possibilité d'encadrer des thèses. Et donc c'est là qu'il a fallu travailler. Et donc je me mûris par l'expérience, une fois qu'on a été EPSCP, je me suis dit on passera pas la rampe si on repart, puisqu'on a vu des échecs là-dessus, en se présentant un peu la fleur au fusil devant les instances universitaires. Il faut qu'on parte avec une université. Et quand ça s'est su, j'ai vu arriver ici beaucoup de prétendants. J'étais comme
Cendrillon. Donc les gens venaient pour me dire, donc Paris 1, par exemple, Panthéon-Sorbonne est venu. Mais moi, je me disais, même si jamais je suis juriste et j'aime le droit, je me disais ici, on n'a pas l'infrastructure en termes RH suffisante, et puis deux, il y a déjà le CDES à Limoges, le centre de Gérald Simon à Dijon, ou Marmaillou et Rizzo à Aix-en-Provence. Donc je me suis dit, il faut autre chose. Et autre chose, c'était assez simple à trouver finalement, c'était le domaine médical, paramédical, l'épidémiologie. Avait été créé en 2006 l'IRMES. Jean-François Toussaint dirigeait l'IRMES, continuait à le diriger, et il relevait, lui, de Paris 5. Et donc, nous prenant réciproquement par la main, on est allé voir Axel Kahn, et on a été reçu par lui de façon très sympa dans son bureau, on a discuté. Alors, lui, c'était un marcheur, il est décédé depuis, mais c'était un grand marcheur, il marchait dans le désert, lui. Et il était très intéressé, il a dit oui, c'est bien et tout. Et on est parti avec lui, on a construit des diplômes à ce moment-là, en relation beaucoup avec Paris 5. Et on s'est dit, il faut parallèlement qu'on renforce notre staff d'encadrement dans le domaine de la recherche. Sinon, nos formations ne passeront pas la rampe de la certification universitaire. Voilà. L'université ne nous voyait pas forcément venir d'un aussi bon œil que ça, malgré les pétitions ministérielles, parce que quand on est passé devant les instances qui étudiaient notre dossier, je me souviens d'une séquence où je crois qu'il y a un gars qui s'était abstenu et qu'il y en avait 50 qui avaient voté contre. Hein. Donc c'était là aussi difficile, mais bon, on a fait passer le dossier. Ça a amené une modification de la gouvernance, parce qu'il y a des instances nouvelles qui ont été créées, et puis parallèlement on s'est appuyé sur le décret de 2009 pour intégrer l'ancienne préparation olympique et paralympique sous forme de direction des politiques sportives confiée à Claude Fauquet. Et puis, autre point, on a mis en place ce qui allait devenir le réseau Grand INSEP, qu'on n'appelait pas encore le réseau Grand INSEP, mais qui faisait qu'on tenait des réunions en relation avec la direction des sports, les CREPS, les écoles nationales et les DR, trimestrielles, sur des thématiques où l'INSEP était tête de réseau, quoi, chef de file. Alors Thierry, tu as quitté l'INSEP en février 2013. Est-ce que tu as à ce moment-là tiré un bilan de ton action, que tu pourrais peut-être nous répéter aujourd'hui ? Je vais te demander aussi de confirmer ou d'infirmer une rumeur de l'époque, que tu vas peut-être découvrir, qui était celle que tu aurais souhaité rester directeur de l'INSEP. Alors je vais commencer par là. Oui, j'aurais souhaité rester directeur de l'INSEP, parce que quand on est, je vais dire, heureux dans un poste, et qu'on a le sentiment du devoir accompli, mais il n'est jamais totalement accompli, qu'on peut encore passer à de nouvelles étapes, qu'on a fait beaucoup de choses, et que la phase bâtimentaire notamment est terminée, donc on peut vraiment passer à d'autres étapes. Oui, j'ai mal vécu, pour être très sincère, mon départ. Je l'accepte parce que c'est la règle du jeu et que je ne suis pas propriétaire d'un poste. On est titulaire de son grade. J'étais inspecteur général. Je revenais dans mon corps d'inspecteur général, mais je n'étais pas propriétaire de ma fonction de directeur général de l'INSEP. Donc le ministre avait tout à fait le droit d'y mettre un terme. Par contre, je n'ai pas bien digéré à ce moment-là. Alors, le temps a fait son œuvre, hein, mais la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire... c'était brutal, c'était pas annoncé, c'était voilà. Et puis c'était du style, il fallait partir pratiquement du jour au lendemain. Heureusement, je connaissais bien les dispositions de mon statut et ici, de la fonction. Et j'avais 3 mois parce que j'avais ma gosse qui était scolarisée sur Vincennes et ma femme qui travaillait ici. Il fallait le reloger. Enfin bon, je vais pas faire pleurer sur Billancourt, mais c'était quand même un moment assez pénible, quoi. Surtout que moi, j'aurais accepté qu'on me dise, écoutez, bon, ben voilà, on passe à une autre étape, mais il y a une façon de faire les choses. Donc, dans la façon de faire, je sais pas pourquoi accepter. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pas manifesté d'enthousiasme du tout, voire même interdit. À l'époque, j'étais pas du tout intéressé pour que le ministère soit représenté lors de mon pot de départ. Pot de départ qui volontairement, parce qu'on me disait que j'allais faire des dépenses à ce moment-là, c'était la meilleure, pot de départ qui s'est limité effectivement à de l'eau fraîche, un peu de jus de pain et des cacahuètes
de manière à ce qu'on ne consomme pas les crédits de l'établissement. Par contre, je suis allé au pot que m'ont offert les athlètes, qui étaient très nombreux, qui avaient fait des films rigolos. Ils avaient filmé en mon absence, étaient rentrés dans mon bureau, ils avaient fait un film marrant en se foutant de moi, avec les parapheurs et tout ça, ils avaient fait un truc adorable. Et voilà, ils avaient écrit sur des cahiers et tout. Je ne veux pas faire le maître d'école qui quitte à Dieu, monsieur le directeur, mais j'avais beaucoup apprécié, quoi. Et donc j'ai gardé des liens forts avec certains, à la fois des athlètes et avec des cadres ici. J'essaye de venir très peu, sauf parfois ça peut m'arriver au médical, mais j'essaie de venir très peu pour pas gêner l'action de mon successeur, enfin de Fabien Canu, là en l'espèce là actuellement. Mais oui, j'aurais aimé parce que puis j'aurais aimé battre le record de Claude Bouquin, il a fait 7 ans, j'avais fait 6 ans, je me suis dit merde, je vais être celui qui fera le plus long. Et pas du tout. Donc, comme quoi, c'est comme le sport, c'est jamais vraiment écrit. Alors aujourd'hui, fort de ta grande expérience dans le sport de haut niveau français, est-ce que tu pourrais décrire quelques points forts et quelques points faibles du modèle français selon toi? Comme point fort, je vais commencer par cela. On ne fait pas ça en général, mais je vais commencer par les points forts. Pour moi, le modèle français, il a, en termes d'atouts, qu'il est réparti. Il n'est pas ciblé. C'est-à-dire qu'il y a des tas de fédérations, des tas de pratiques. Et donc on voit que lorsqu'on est sur les Jeux Olympiques, par exemple, la France, ça fait partie des pays qui est présent dans le plus de disciplines différentes en termes de résultats. Donc ça, c'est pour moi un vrai atout du modèle sportif français. J'ajoute à cela que, indéniablement, le sport français féminin est de qualité. Il peut toujours s'améliorer, heureusement, mais on n'est pas un sport qui n'est que masculin sur 3 disciplines. Non, on est réparti sur l'ensemble des disciplines du programme olympique. On doit progresser dans le paralympique, ça c'est sûr, mais les côtés des filles également, on est présent. Donc quand on regarde et qu'on essaye de ne pas se limiter simplement aux résultats des sports les plus médiatiques, où là, effectivement, on voit, je sais pas, si on regarde le sport automobile, la moto, le truc, on peut être moins présent que d'autres pays. Par contre, si on regarde l'ensemble de la palette, et les Jeux Olympiques sont un bon révélateur, la France, quand on dit on est dans le top 5, par exemple, la dernière fois, il ne faut pas oublier que devant nous, même si on dit que les Russes n'étaient pas là, il y a quand même des pays qui sont vraiment très 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 costauds et que vous savez que comment dirais-je, la Chine et les États-Unis ne jouent pas dans le même monde, donc ça vous laisse peu de place, peu d'espace pour être derrière. Donc ça, c'est pour moi un gros atout d'être présent, aussi présent sur... Après... je pense qu'on a indéniablement une qualité de formation et d'encadrement qui fait que même si nos entraîneurs de foot devraient être plus présents à l'étranger, mais il faut reconnaître qu'on a une bonne qualité de l'encadrement et qu'on a des enseignants je trouve, dans beaucoup de disciplines qui sont connaisseurs et de valeur. Après, sur les faiblesses, je dirais que c'est la faiblesse permanente c'est un truc affreux de la démocratie, ou je ne sais pas quoi, c'est tellement éclaté, c'est tellement des fois poussière, des tout petits trucs, tout le monde ayant droit à l'expression, c'est très compliqué de jouer collectif. Ça, c'est sûr. Je pense que par exemple sur les jeux qu'on vient de vivre en 2024, moi, je l'ai observé comme au cœur du réacteur, là, c'était bien parce qu'on a eu quelques personnes qui ont réussi de faire du leadership et entraîner tout le match. Parce qu'autrement, c'est épouvantable et que tout le monde est légitime dans son expression. C'est très très difficile. Donc cet éclatement des acteurs, parce que c'est très hétérogène, parce que les niveaux de financiers notamment sont très différents selon les activités, c'est vraiment une difficulté. Il faut pouvoir rassembler, pour pouvoir...
comme on est un pays de Gaulois, c'est toujours difficile de rassembler. Pour moi, c'est ça le principal. Après, il y a un autre point qui est complexe à aborder sur le point de faiblesse, c'est globalement la reconnaissance institutionnelle, humaine, financière, donc la part et la place qu'on fait au sport. Mais ça dépasse le sport de haut niveau. Je suis toujours un peu, moi, frustré parce que tout le monde, soi-disant, adore le sport, mais non, dans les choix qu'on opère, on pourrait faire des fois des choix plus marqués en faveur de la pratique sportive. Voilà, je pense que ça devrait être plus percutant là-dessus. Je fais souvent une comparaison, je te la livre, c'est celle-ci, au milieu du 19e, quand on aime l'histoire du sport, les Anglais, ils voient quoi? Ils voient l'industrialisation très forte et donc ils voient le départ de populations entières des campagnes qui arrivent dans les villes, dans leurs institutions même scolaires. C'est très compliqué. Donc ils vivent probablement, si jamais comparaison et pas raison, mais ce qu'on vit dans certains secteurs de la société aujourd'hui, c'est très très tendu. Et donc ils inventent quelque part le sport pour traiter une partie de ces sujets. Et donc ils inventent des jeux à règles complexes, ils expliquent qu'en rugby il ne faut pas envoyer le ballon devant, mais il faut courir devant et envoyer le ballon derrière. Enfin, ils font plein. Et donc je suis déçu que malgré tous les discours, on ne fasse pas la place suffisante à l'activité sportive. Voilà, donc c'est un peu ça, moi, je ne sais pas si c'est très original, je n'ai pas envie d'être plus original que ça, je pense qu'on ne réussit pas, et pourtant nos élites en parlent du sport. Je suis persuadé qu'ils aiment le spectacle sportif, ils vont au spectacle, mais la traduction, notamment, pour être clair, y compris dans le monde scolaire, quand on monte dans les études, est très insuffisante, Si vous êtes dans une classe prépa, votre volume d'activité physique et sportive va être très réduite. Voilà. Et donc par la suite, si vous n'avez pas cet amour de la pratique, quand vous exercerez de hautes responsabilités, je ne pense pas que vous aurez le réflexe. Vous aimerez ça, mais vous n'aurez pas cette espèce de réflexe conditionné à vous dire « Ah ben oui, on a fait 3 heures de maths et 2 heures de géopo, il faut peut-être un peu quand même s'aérer la tête et faire 1 heure d'activité, quoi. » Alors justement, hormis faire du sport, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut travailler au cœur du sport de haut niveau, en administration, en direction, en inspection, en fait, un peu comme toi, tu leur dirais quoi? Moi, c'est ma philosophie de vie, celle que m'a appris mon grand-père maternel, c'est que m'a appris mes parents. C'est de pas avoir, d'avoir l'ambition, mais pas plus d'ambition que celle d'un horloger qui est content à la fin de la journée parce qu'il a fait une belle montre. Et donc, je dis souvent, moi, quand je regarde mon agenda sur une semaine, quand je le regardais surtout ici, que vous regardez une densité, vous tournez à 6-7 réunions dans la journée, donc vous avez fait plus de 30 réunions dans la semaine, et qu'est-ce que tu as fait avancer? Donc, tu vas te consacrer le week-end pour faire avancer les trucs, sans doute, mais c'est un escalier qu'on monte, c'est une montre qu'on essaye d'améliorer, c'est step by step, quoi. Il faut être courageux, monter une marche, jamais chercher à monter les marches 4x4 parce qu'on riboule dingue, faut monter les marches tranquillement et savoir que c'est ça qui est important, avoir de la méthode. Et donc, moi, je le dis souvent, et tout bêtement ici, c'est pour un manager, pour un gestionnaire, il faut savoir à ce moment-là le traduire dans les faits, il faut savoir programmer, il faut savoir organiser, c'est capital, il faut organiser, expliquer, il faut animer, s'il n'y a pas animaux, s'il n'y a pas d'âme, ça ne marche pas. Et animer, moi je disais, je suis entraîneur-joueur, donc j'entraîne, mais je suis joueur aussi, j'entraîne, et je montre aux autres que je joue aussi, même si ça emmerde des joueurs, je joue aussi. Et il faut être capable de contrôler, il faut être capable de vérifier que c'est fait ou pas fait, et il faut être capable d'évaluer. Et voilà, c'est à partir de ça que, moi je dirais donc dans les conseils, c'est de se dire, si tu as déjà ça un peu en tête, que si tu as fait
une partie de la montre où tu as monté aujourd'hui 2 marches sur un escalier qu'on a 50 ou une échelle, ben c'est bien, c'est déjà bien. Et voilà, cette méthode. Par contre, c'est frustrant parce que c'est pas très lisible toujours de l'extérieur, c'est pas toujours glamour. Mais pour moi, c'est voilà, l'amour du travail bien fait, c'est ça. Alors, autre question, peut-être plus de réflexion personnelle. Est-ce que le sport d'aujourd'hui t'enthousiasme toujours autant avec le temps qui passe, puis aussi avec les transformations du sport? Et question subsidiaire, est-ce qu'il y a une génération ou un profil d'athlète qui t'a particulièrement marqué? Alors, moi, je suis un amoureux du spectacle sportif, donc je pardonne beaucoup. Donc c'est affreux. Donc voilà, par exemple, ce qui vient de se passer là à Nice récemment, je le vis très mal, mais en même temps, j'ai regardé, hier soir, j'ai vu Manchester City qui a gagné 5-4 à Fulham. Je regarde avec malheur mon équipe de La Rochelle qui s'est tapé à Pau. J'aime le spectacle sportif, j'aime la glorieuse incertitude du sport. Voilà. C'est-à-dire que je vais au cinéma, je vais au théâtre, mais je connais la fin. Je sais, alors bien sûr, les acteurs peuvent jouer différemment, mais on connaît quand même, grosso modo, ce qui va se passer. Là, c'est jamais à l'avance ce qui va vraiment se passer, quoi. Ça peut être un match crapoteux, ou ça peut être un match qui est... On ne sait jamais vraiment pourquoi. Voilà, donc oui, je continue, mordicus, à avoir cet amour ouais. Alors, certains vont dire, mais la glorieuse incertitude du sport, c'est très souvent les mêmes qui vont gagner. Voilà. Donc ça, oui, le poids de l'argent est tellement fort aujourd'hui dans certaines disciplines que c'est vrai que cette glorieuse incertitude du sport, elle est réduite, et que si je regarde le championnat, je prends l'exemple du foot italien, je sais que l'Inter, le Milan AC, la Juve, Naples, Rome vont être en tête. Si je regarde le championnat espagnol, je sais que ça va se jouer entre Barcelone et le Real. Regardez en Portugal, ça va être le Sporting, le Benfica ou Porto. Si je regarde en France, ça va être le PSG, l'OM, voilà Lens cette année, mais enfin bon. Si je regarde en Allemagne, ça sera forcément le Bayern. Bon, donc c'est ce côté-là. Mais malgré tout, j'aime ça. J'aime le spectacle sportif. Alors je pense qu'il faut, là aussi c'est ma philosophie, je ne condamne pas une idée à partir de ses perversions. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça va mal que je dois dire que j'étais tout, quoi. Il faut que je me dise, c'est quoi la cause du mal, comme quand on se soigne, et je vais attaquer le problème, la racine, ici. Donc il faut lutter contre le dopage, il faut lutter contre la violence, il faut lutter contre les violences sexistes et sexuelles, voilà. Et il faut lutter contre les dérives financières quand elles sont complètement fallacieuses, etc. Mais moi, le sport, en termes de pratique perso, oui, ça m'intéresse, mais le spectacle sportif, le fait de voir les jeux dans les lieux iconiques où je les ai vus, les trucs, moi, je restais un gosse là-dessus, quoi, oui. Je suis un supporter à ce moment-là, oui. Alors, j'essaie d'être un supporter correct, hein. J'en vois pas de bêtises sur les gens. Alors, à titre perso, je suis un fanat en sport, en foot de quelques athlètes. Donc en foot très clairement de Johan Cruyff, en foot qui est déjà ancien. Aujourd'hui de l'équipe d'Arsenal. Je suis vraiment tout le temps scotché, je regarde, je connais les joueurs, j'ai la chance d'y aller, voilà, je suis très... Et puis autrement, sur les athlètes ici de chez nous, les athlètes qu'on produit, je ne suis pas très original, hein, j'aime beaucoup ce qu'a fait Teddy Riner, c'est quand même bien, j'aime beaucoup ce qu'a fait Tony Estanguet, compris sur aujourd'hui ce qu'ils font, quoi, quand même. Je l'ai vu récemment, la semaine dernière, j'ai vu Tony, là, une signature de trucs, je trouve très beau. Tony, c'est marrant parce que j'ai présidé son jury de titularisation quand il était prof de sport. Donc je vois là ce qu'il a fait comme cursus personnel et tout, donc j'ai beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup de sympathie bien sûr, mais d'amitié, mais ouais, d'admiration. Donc Riner, Estanguet, et j'aime bien aujourd'hui
Grousset en natation. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et j'aime bien forcément, mais c'est pas très original, ce que fait plus globalement le tennis de table. Au-delà même des Lebrun, tout ce que ça entraîne derrière. Je connaissais bien Simon Gauzy, et voilà, c'est plutôt ces athlètes-là. Eh bien, merci beaucoup Thierry pour ce témoignage. C'était très intéressant. Alors, on a appris en début d'émission que tu étais jeune retraité, donc je te souhaite une bonne retraite, même si je me doute bien que tu ne vas pas rester inactif. Non, parce que déjà, étant membre du comité de déontologie, ils me mettent des tas de trucs. Et là, je pars la semaine prochaine à Toulouse pour faire le bilan des Jeux Olympiques. Et donc, j'ai accepté la demande de Dominique Charrier de témoigner sur les méthodologies d'évaluation et tout ça. Eh bien, bonne continuation.